Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter quelques segments de films qui devraient m'aider à affiner mon propos. Le premier, Jean Besseiro. Alors j'ai enregistré sa mère, Marie-Jeanne Besseiro, pendant plus de 30 ans, à raison d'une fois par mois. Et au bout de ces 30 ans, qui était l'âge de sa petite fille, j'ai réalisé un disque à partir d'une partie de son répertoire que l'AMTA a produit. Et donc j'ai téléphoné à la famille pour leur dire « Un disque est prêt, je descends avec le CD ». Donc ils ont foncé à Aurillac, parce qu'ils habitent dans le sud du Cantal, dans la châtaignerie cantelienne. Ils ont foncé à Aurillac, ils ont acheté un lecteur de CD pour ce CD. Et d'ailleurs, ils ont toujours le lecteur et toujours un seul CD. Et donc, quand je suis parti, mais avant de partir, j'avais amené un carton avec l'ensemble de tout ce que j'avais enregistré pour le transmettre à la petite fille de Marie-Jeanne Besseiro, donc à la fille. Vous suivez là, hein? D'accord, c'est parfait. C'était un test pour voir si je n'allais pas parler dans le vide. Et donc je lui avais donné un carton avec l'ensemble des copies des enregistrements en disant « J'ai fait 30 ans de boulot, tu continues à faire la suite avec ta grand-mère ». Et donc je pars, ils écoutent le CD et à la fin du CD, il est terminé par un Noël qui fait « Mes amis Keneyaoji ». Une que cantavo, cantavo que ronuette, etc., etc. Mais il n'y a que 2 couplets. Et la mémé dit, c'est marrant, j'ai chanté que 2 couplets. Donc la petite fille dit, mais écoute, mémé cherche. Donc il passe la fin de l'après-midi, le repas, la soirée, et la mémé ne trouve pas. Alors il se couche, et dans cette région, qui a en pente comme ça, il y a 3 niveaux à chaque maison, et on est de plein pied à chaque niveau. C'est un côté pratique. Surtout pour les anciens. Et donc la mémé couche en bas, les parents, c'est-à-dire Jean et sa femme au milieu, et la petite fille au-dessus. Et la nuit se passe, mais Jean, il n'arrête pas de tourner, il n'arrive pas à s'endormir, et vers les 2-3 heures du matin, il se lève et il écrit 3 couplets. Quelques jours après, sa fille, la petite fille de la mémé, m'appelle en me disant « André, on a trouvé la suite du Noël ». Alors je dis ça quand même fort de café, le disque est sorti depuis 8 jours. Donc j'arrive, je descends, je trouve la mémé, et je lui dis alors, on attend que le disque sorte pour donner la suite. Elle me dit, écoutez, monsieur Ricro, ce n'est pas moi, c'est Jean, mon fils. D'ailleurs, si vous voulez le voir, il est dans les Peccinés. Je fonce dans les sapins, je le trouve. Elle me dit, écoute, non, moi j'y suis pour rien. Je dis, c'est quoi cette histoire de fou? Mais vous savez bien que moi, je ne m'intéresse pas à la musique. Moi, je pense comme un arbre. Oula, donc déjà, je bloque la phrase. Vous avez fait pareil, d'ailleurs. Et je dis, c'est affaire à suivre. Et depuis 15 ans, d'ailleurs, on parle de ça. Je pense comme un arbre. Mais ceci est un autre sujet. Et il dit, vous comprenez, vous savez comment il a organisé la maison. Je couche au milieu. J'étais pris en sandwich entre ma mère et ma fille. Et en fait, je n'ai été que la main pour l'écrire. Donc là, on va revenir sur Jean Besseiro avec « Je pense comme un arbre », un petit bout de « Je pense comme un arbre ». Mais ça, c'est un vrai plaisir pour vous, hein, de voir grandir un arbre. Ah oui. Ah oui, parce que c'est surtout un plaisir de par l'aspect même que l'arbre sera présent plusieurs générations après moi. C'est ça qui me passionne. C'est l'éternité, quoi. Oui, en quelque sorte, j'y vois une porte de l'éternité dans l'arbre. Parce que, oui, je le répète, moi j'aurais disparu, l'arbre sera là plusieurs siècles plus tard si on ne l'a pas coupé. Et donc, oui, c'est cet aspect-là qui me passionne. J'essaye de le voir bien longtemps après que je ne le verrai plus. Ça me passionne. Oui, alors que les gens travaillent pour aujourd'hui, et vous travaillez pour des siècles devant. Oui. J'essaye, en quelque sorte, je mène l'équivalent de plusieurs vies en une. Parce que j'essaye de voir oui, le résultat de ça dans plusieurs centaines d'années. C'est incroyable. Oui, mais ça, c'est passionnant. Hein. Ah ouais. Quand on peut se projeter, quand on peut aller si loin, oui. se projeter dans un monde que nous ne vivrons plus depuis longtemps.
Parce que, voyez-vous, au même niveau, mais en infiniment plus gigantesque, je me complais à... Je n'en parle à personne de ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, parce que personne ne peut me comprendre. Je me complais de me plonger dans un passé et dans des distances inaccessibles, tout comme dans un futur de la même façon, au niveau de l'univers, du cosmos insondable. Ça, c'est une vie intérieure qui me passionne. Parce qu'en fait, ils montent, quand il y a beaucoup de vent, ils montent dans les peccinés qui font presque 40 mètres de haut pour se mettre au-dessus de la canopée et parler aux arbres. Donc là, on quitte la châtaignerie cantalienne avec Jean Besseiro qui est agriculteur sur une toute petite parcelle et on va chez Jean-Pierre Delbert, mais dans quasiment à 1000 mètres d'altitude et il est passionné par les vaches et par les cloches. Donc il met une cloche à chaque vache, il constitue le carillon, ce qui est une musique qui va durer pendant 5 mois, où les instruments sont les cloches, les musiciens et les vaches, et le spectateur, le paysage. Donc c'est peut-être la naissance de la notion de symphonie pastorale, mais ceci est une autre histoire. Toujours est-il, il est passionné par les sons et par la montagne. Alors quand il est en montagne avec les vaches, qu'il monte l'été dans un bureau pour faire du fromage, bon, il montait plutôt, et il disait quand je suis là-haut, quand il y a du brouillard, je me mets sur la porte du bureau, j'écoute, et avec le son des cloches, il repère toutes les vaches sur 150 hectares. Et quand il est là-haut, il me dit tout en haut de la montagne, à droite, je vois les États-Unis, et en face, l'Australie. Toujours est-il, le son est bien là, et il y a quelques années, on a eu une alerte avec la grippe aviaire. Donc il a été très très inquiet dans ce passage, il va nous en parler un petit peu. Et d'ailleurs qu'il avait chargé le fusil parce qu'il dit si les oiseaux avaient disparu, moi je disparaissais avec. Le son, moi c'est... Le son, c'est... l'eau c'est la vie, c'est vrai, parce que l'eau c'est la chose la plus primordiale. Regarde les pays qui sont sous-développés. Il leur faut de l'eau, il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour boire, pour vivre, il faut de l'eau. Mais les sons, c'est pareil. Je me rappelle, ça c'est un truc, c'est sérieux ça. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, là, quand il y a eu cette fameuse grippe aviaire. Moi, je ne suis pas à l'Institut Pasteur ni tout ça, les machines de vaccins et tout ça, mais je me suis dit, putain, mais si tous les oiseaux y meurent, hein, écoute ça, si tous les oiseaux viennent à mourir, que tu n'aies pas un champ d'oiseaux dans la nature, et même en ville, mais qu'est-ce qu'on va devenir là? On est des extraterrestres, quoi, parce que le chant des oiseaux, c'est quand même un truc, c'est terrible ça, c'est ça c'est quelque chose, ça, terrible. Moi au printemps, ils ont un langage aussi, ils font coucou. Et ils font coucou, coucou, coucou. Et ouais, ah, c'est terrible ça. Tu es très attentif à ça en fait, au son. Ah voilà, c'est ce que je voulais te dire, je suis très attentif au son. Le son, j'espère qu'un jour, je préfère devenir aveugle mais pas sourd surtout. Qu'on se moque pas de moi par le conduit, par l'escargot. Donc, le dernier segment va nous renvoyer à un travail qu'ont réalisé mes collègues sur le quartier nord de Clermont-Ferrand, à Croix-Néra. Et donc, je vous laisse en compagnie, je fais attention à ne pas estropier leur nom, Chakib Fadli et Saladin Ben Taïbi. Belle France, douce France, cher pays de mon enfance. Chère France, tu m'as vu naître. Tu m'as fait vivre joie et souffrance. Oui, je suis né en ton sein j'ai tété.
Tu fais partie intégrante de mon identité. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une France qui envers moi est pleine de remontrances. Il y a une France pleine de bon sens, mais on dirait qu'il y a une France qui ne veut pas que j'avance. Il y a cette France représentée par la décence, mais il y a cette France en proie à la décadence. Il y a une France qui se complaît dans le rejet et la nuisance. Il y a une France qui rime avec amour, savoir et connaissance. Il y a une France qui vocifère dans l'arrogance et l'ignorance. La nouvelle France, il faut s'y faire, sa richesse et la différence. Le quartier et nous, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Depuis qu'on est petit, on vit là. En fait, le quartier, c'est toute notre vie. On fait tout en fonction du quartier. Il y a une certaine appartenance. Quand on demande quelque chose, le premier réflexe qu'on demande, c'est de quel quartier est-ce que tu viens? Est-ce que tu habites là-bas depuis longtemps? Est-ce que tu as grandi là-bas? En fait, le quartier, c'est un peu notre seconde origine parce qu'on a le pays où est-ce qu'on vit, on a notre origine, chacun a son origine, pays d'origine. Puis le quartier, c'est peut-être une troisième origine. Donc j'espère qu'au travers de ces 3 segments, vous avez pu repérer la dimension poétique qui s'en dégage et que lorsque on vous donnera la parole, vous pourrez nous faire part de vos passions. Alors de notre côté, nous avons constaté, tout au long de ces nouvelles approches de collectage, qui d'une certaine manière consistent à placer la caméra à l'intérieur de la tête des gens que l'on interviewe, que tous ceux qui s'autorisent à nous ouvrir leur jardin secret se retrouvent à la suite de leur engagement à raconter dans un cercle positif de valorisation et de reconnaissance de leur univers. Il s'ensuit une débanalisation des lieux et des contextes d'où sont issus les individus concernés, qui ont pour effet de redistribuer les cartes de certaines idées reçues et de créer de la fierté auprès de tous ceux qui se sont identifiés aux personnes, aux géographies et aux propos. Des attitudes et des discours s'imposent alors qui ont des impacts sur l'image et par voie de conséquence sur l'avenir des personnes et des territoires concernés. Suite à ces constats établis depuis que nous avons changé de paradigme concernant le sujet de la collecte, où nous sommes passés de la culture de l'objet à la culture du sujet, aujourd'hui, je ne crois pas que l'on puisse habiter un pays que l'on ne rêve pas, je ne crois pas que l'on puisse se projeter dans une vie que l'on ne maîtrise pas, je ne crois pas que l'on puisse aimer un avenir que l'on n'imagine pas, que l'on ne fantasme pas et auquel on ne participe pas. Donner la parole à des hommes ordinaires, extraordinaires, est de mon point de vue un des seuls moyens qui nous est offert pour réenchanter les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, car la misère, l'angoisse et la peur du lendemain y règnent d'égale manière, avec seulement des différences dans leurs expressions. Il semblerait que jamais besoin ne fut plus grand, peut-être même plus urgent, que celui de vouloir partager les passions personnelles d'autres que soi, pour s'autoriser soi-même à rêver, à pouvoir envisager croire à ses envies et ainsi les assumer, les mettre en action pour tout simplement repositionner l'acte créatif. Un acte créatif qui n'est autre que celui de l'ordinaire, inscrit depuis toujours dans le déroulé du quotidien, comme un geste essentiel à l'équilibre de la personne, comme outil d'échange, de sociabilité, de culture de la différence, de source d'enrichissement, d'émerveillement, de compréhension et d'acceptation de l'autre. Tout cela pour pouvoir exister sans prendre le risque de la marginalisation, de la mise à l'index, de l'interdit, de l'humiliation ou de la moquerie. C'est une démarche qui, au bout du compte, consiste à exprimer le besoin de vouloir créer sa place dans l'univers, tout en sachant que l'on n'est rien, mais que c'est infiniment petit que nous sommes, reliés à tous ceux qui, à l'identique, se dressent, marchent et dessinent leur devenir, peut constituer la seule chance que nous avons de peser sur le monde et d'infléchir l'avenir pour éviter des formes de barbarie qui, aujourd'hui, face à la passivité de nos sociétés et de ceux qui les dirigent, semblent inéluctables. Mais pour en arriver là, et pour que cette démarche ait du sens et ne soit pas qu'une technique nouvelle qui subira bien évidemment l'usure de son usage, il convient de poser la question de notre place,
nous qui sommes justement placés derrière la caméra des films que vous venez de voir. Et les questions que nous devrions nous poser pourraient être les suivantes. Que faisons-nous là? Que sommes-nous venus chercher de nous-mêmes? Avions-nous besoin à ce point de la parole de l'autre pour entendre notre parole intérieure, notre récit primordial? Quel intérêt avons-nous à faire émerger ces pensées personnelles, intimes et le plus souvent très peu partagées, voire silencieuses, pour mettre en mots et en images ces vies intérieures? Dans son ouvrage intitulé « Critique de la raison pure », Kant a formulé des questions premières qu'Edgar Morin a revisitées dans son travail colossal sur la méthode. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Pour parvenir à y répondre, si tant est que ce soit possible, méfions-nous tout d'abord des ruses de la raison, qui, nous figeant dans des convictions, anéantissent les mouvements de notre pensée. Pour trouver ou rencontrer sa réalité, nous qui pouvons passer nos vies à côté de nous-mêmes, sans nous en apercevoir, et n'avoir comme souvenir qu'une suite de faits sans importance, qui à aucun moment n'auront su déclencher de véritables interrogations et encore moins de prise de conscience. Il nous faut donc, pour aller à la rencontre de cette réalité qui est la nôtre, nous confronter à ceux qui en ont une et qui la portent ouvertement comme une flamme. Une flamme qui éclairera les voies que nous allons devoir prendre. De plus, dès cette démarche enclenchée, il faut le savoir, il ne nous sera plus possible de perdre la mémoire du chemin que nous aurons à suivre. C'est souvent des je ne sais quoi, des presque rien qui allument la lampe qui nous guide et dont il faut prendre soin pour ne pas être précipité dans le néant. Aller à la rencontre de la pensée de l'autre, c'est l'autoriser par notre professionnalisme et l'intérêt qu'on lui porte, surtout l'intérêt qu'on lui porte, à formuler sa vision du monde qui, le plus souvent, même si l'on croit entendre, voire comprendre son propos, n'est qu'une traduction qui nous parvient, une adaptation de la réalité qui est la sienne et qu'il est le seul à pouvoir contempler dans son entier, lui, enfermé qu'est son cerveau à l'intérieur de sa caverne osseuse. Comme Anne Matron l'a annoncé dans son propos introductif, nos certitudes sont nos pires ennemis et nous devons en permanence remettre en cause nos pratiques et les concepts qui les accompagnent. En attendant, souvenons-nous de ce que nous dit Hegel lorsqu'il écrit que la vérité partielle conduit à l'erreur globale. Souvenons-nous, nous qui sommes en permanence aux prises avec le terrain et le faire, nous qui sommes opérateurs et non des veilleurs de faits culturels, que d'avoir vécu une expérience ne suffit pas pour que cette dernière devienne de l'expérience. Pour que ce soit le cas, nous devons traiter cette expérience vécue pour qu'elle devienne une expérience acquise. Nous devons donc introduire en continu et en permanence le principe élémentaire de la remise en cause et le culte du paradoxe. Pour avoir une petite chance de rester à la surface d'un état de conscience, afin de tenter de comprendre quelque chose, tout d'abord pour nous-mêmes, avant d'envisager de comprendre les autres. Méfions-nous donc de nos pensées fonctionnant le plus souvent d'une manière binaire, des pensées d'ignorance, de dogmatisme étroit, qui ne voient que l'alternative du « ou », incapables qu'elles sont le plus souvent d'introduire la conjonction « et ». Nous restons trop souvent aveugles à toute complexité, alors que c'est dans cette brocante cognitive que des solutions pour notre avenir ont une chance d'émerger, afin d'agrandir l'espace de nos connaissances et de notre place dans ce magnifique Capharnaüm. Apprenons à voir et prenons garde aux immunités idéologiques. L'homme n'est pas un arbre que l'on taille à sa fantaisie ou à sa convenance pour qu'il corresponde à ce que l'on attend de lui. Non, ce n'est pas envisageable et ce n'est pas souhaitable. Nous devons prendre en compte le sol dans lequel il croît et le faisceau de ses racines pour face à cette complexité élargie.
interroger et modifier nos velléités de l'amputer et de lui retirer la chance de nous surprendre et de nous émerveiller, afin que l'on parvienne, en le regardant, à prendre conscience qu'on le regarde, pour doubler ce plaisir immense qu'est celui d'être en vie. Nos vies partagées sont incluses dans une immense pendule où il nous faut accepter que le balancier fonctionne d'égale manière d'un côté comme de l'autre, même si certains, trop souvent, voudraient donner l'heure avec un mouvement amputé de sa moitié, montant et descendant, comme par enchantement, à partir de son point le plus bas. Il est 15h27 et peut-être plus de 15 minutes se sont écoulées. Le temps est donc venu de vous laisser la parole et avant tout de vous remercier pour votre attention. Je vous remercie. Merci André.